Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, il y avait 3 scénarios possibles pour le budget annoncé par Ottawa. Ça allait être un budget aussi pire que prévu, ça allait être un budget moins pire que prévu, ou ça allait être un budget encore pire que prévu. Pour savoir lequel de ces 3 scénarios s'est réalisé, notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. J'aime ça, comment tu mets ça. Bonjour. Donc, aussi pire, encore pire, moins pire, C'est certainement ou pas pire que pire. encore. Non, ni l'un ni l'autre. Je pense que je dirais un peu moins pire, mais presque aussi pire. Je le mettrais dans cette Ouais, c'est des nuances. catégorie-là. C'est comme C+ à l'école, ça, D-. Ouais, D. Ouais, OK, D. c'est bon. Je dirais Un que budget de cancre, vas-y. le problème, c'est que le gouvernement avance visière levée reste avec sa logique là, de dépenser. Et le problème qu'on avait, c'est comment est-ce qu'elle allait réussir à financer ça. Là où je dis que c'est moins pire que prévu, c'est que la grande inquiétude, c'est que surtout dans le milieu des affaires, là, je sais que c'est pas populaire là, parce que le monde, ils disent que c'est des grosses compagnies puis qu'ils sont riches puis c'est des méchants, là. Mais c'était qu'on décide de hausser les impôts des entreprises dans certains secteurs. Donc, c'est comme le gouvernement qui choisit des gagnants et des perdants. Le gouvernement faisait face à beaucoup de pression de la part du NPD là-dessus. Il a résisté à cette envie. Il a résisté à l'envie de taxer les actifs, c'est un peu comme la taxe orange là, que proposait Québec solidaire ou comme les impôts sur la fortune qu'il y a eu en France, etc. On a résisté à ça, mais l'envers, c'est qu'on a, pour essayer de financer un petit bout, à peine le tiers des dépenses, décidé de hausser le gain sur le capital en haut de 250 000. Puis là, moi, où j'en ai, c'est que le gouvernement a dit, faites-vous-en pas, ça touche juste les super riches, là, juste 40 000 personnes par année. C'est sûr que d'année en année, à chaque année que les gens payent leurs impôts, ça ne touche que 40 000 personnes. Mais le problème, c'est que ça va toucher aussi toute la génération des baby boomers aisés. Chalet, bloc appartement. Tu sais, t'as pas besoin d'être millionnaire pour avoir un bloc appartement. Là. Moi, je pense à quelqu'un qui habite à Jonquière, qui avait un petit peu d'argent quand il avait 30 ans. Il a investi dans un petit bloc. Finalement, il a fait de l'argent. Il en a acheté 2. Puis, c'est seul son fonds de retraite avec sa conjointe maintenant. Là. Ils ont 2 petits blocs appartements de 4 apparts chacun. Ben ça, maintenant, ça va passer là, dans le gain en capital. Et donc, c'est comme si on va faire une ponction plus grave que ce qu'on laisse présager. Puis c'est là qu'en vérité, c'est un budget qui manque éhontément de transparence. Alors, j'y reviens parce que c'est la question, on disait on allait taxer les hyper méga supra riches, mais finalement, on en parlait hier, je crois, ce qu'on redoutait, c'est que les classes moyennes supérieures, moi, par classe moyenne supérieure, j'entends quelqu'un qui est parti d'une situation X, puis qui a amélioré sa situation significativement dans sa vie, il a une vie confortable, mais il n'est pas riche pour autant, il n'y a aucune stratégie d'esquive pour l'impôt, il y a un petit bien qui espère transmettre à ses enfants, mais c'est pas une fortune immense. Ces gens-là, finalement, sont pris pour cible à travers leurs biens accumulés au fil de la vie. Tu dis le chalet, tu dis le bloc, et ainsi de suite. Les classes moyennes supérieures sont aussi ciblées là-dedans. Oui, puis les petites entreprises aussi, parce que pour dorer la pilule, on a augmenté là, l'exemption pour les PME là, qui finit par être à peu près à 3 millions. Mais tu sais, on n'est plus en 1980. Là. Une PME qui vaut 3 millions, il y en a plein. Là. Donc, la grande inquiétude, en vérité, de la part des économistes puis des gens du milieu des affaires, c'est que oui, c'est peut-être moins grave que de taxer les impôts puis taxer la fortune, etc. Mais c'est une autre façon c'est une désincentivisation, c'est comme ça va décourager l'investissement, ça décourage le fait de générer du capital parce que tu taxes le capital, encore une fois, dans un pays où il y a un problème d'investissement
Et le problème, c'est que toutes les mesures qui sont mises en place dans le budget visent à nourrir le marché immobilier. Puis je comprends qu'il y a une crise du logement très grave au Canada, mais c'est un problème d'être dans un pays où toute la richesse collective est paralysée dans des maisons. C'est sûr que c'est pratique. Moi, je suis très contente d'avoir ma petite maison qui est minuscule, mais qui va être finalement une partie de mon fonds de pension quand je vais prendre ma retraite, puis etc. Mais on s'entend, c'est pas du capital qui est très productif dans la société, là. Ma petite cabane, là, tu sais. Alors, c'est un problème, mais c'est un gouvernement qui est entêté, finalement, avec un budget qui est très électoraliste. Parce que qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit on met des milliards dans le logement, on met des milliards pour les jeunes, des prêts bourses, etc., puis on va taxer les riches, tu sais. Alors, c'est très électoraliste, mais est-ce que c'est un gouvernement qui, tu sais, qui investit dans de la dette utile aussi, ça, je ne suis pas certaine, parce que tout déficit n'est pas égal. C'est tant qu'à dépenser 57 milliards en 5 ans, là. Ouais. Qu'est-ce qui est plus utile pour la prospérité globale du Canada? Est-ce que c'est de construire un TGV entre Québec et Windsor pour que les gens aient vraiment un prétexte pour lâcher leur auto, pour augmenter la productivité, pour tout ça, etc., pour prendre le train au lieu de prendre l'avion entre Montréal et Toronto, ou c'est de saupoudrer des tonnes de petites mesures, parce qu'il y en a là quand même, regarde, il est quand même épais, là, le budget, tu le vois, là, à droite et à gauche, qui finalement n'ont pas un tel effet de levier. Et c'est ça le problème, en vérité, avec ce budget-là. Mais alors, je te soumets un autre cas. Donc, tu parles effectivement de l'idée d'un TGV. Alors, je suis né en 80, il me semble que j'entendais. J'étais dans le ventre de ma mère, que j'entendais parler de l'idée d'un TGV entre Québec-Montréal ou Québec-Windsor, Québec-New York. Les scénarios se multiplient, jamais concrétisés. Mais en multipliant les programmes d'une autre nature, donc pas des dépenses structurantes pour le pays, mais en multipliant les programmes pour tel droit social ou tel droit social, entre guillemets, est-ce qu'on ne crée pas une forme d'habitude à l'assistanat dans la population? On pourrait dire qu'on y est déjà. Tout le monde s'attend à ce que son besoin ou son désir ou soit pris en charge par le gouvernement. Donc, globalement, dès qu'il y a un besoin un peu important, l'État doit s'en charger. Puis l'argent qui nous reste, la part toujours plus réduite, ben c'est amusez-vous les enfants. Mais pour tout ce qui est fondamental, l'État s'en occupe. J'ai l'impression que ce budget en rajoute dans la culture de l'assistanat au Canada. Ben oui, parce que c'est un budget qui est très, très, très à gauche. C'est la philosophie de ce gouvernement-là. C'est que contrairement à un parti libéral des années passées, où le Parti libéral est un parti de centre, donc il y avait un mélange de redistribution et de création de richesse, c'est un gouvernement qui met toutes ses billes dans le panier de la redistribution. Et donc, c'est pire que ça, parce que comme il veut plaire à tout le monde, il dilue son impact. Je te donne un exemple. La rubrique dans le budget qui s'appelle « Construire plus de logements ». OK? Ça, c'est le tableau, je vous le montre. Je fais preuve de transparence. C'est 3,9 milliards sur 5 ans. Tu dis « Wow, il va mettre 3,9 milliards sur 5 ans ». Mais vraiment, mettre de l'argent dans construire des logements, mais là, c'est dilué. L'an prochain, là, 24-25, c'est 250 millions seulement, qui est séparé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en 13 mesures de 20, 15, 60 millions chacune. Fait que tu comprends-tu que tu prends un gros chiffre, mais tu le sépares en tellement de morceaux que chaque mesure, finalement, tu te demandes si elle va avoir l'effet escompté. Ça, c'est le problème d'un gouvernement qui n'est pas capable d'assumer et de faire des choix. Et c'est là que c'est malheureux, parce que j'en reviens à mon idée de dette utile. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont doctrinaires sur le fait que c'est horrible, toujours, tu sais, c'est déficit zéro en tout temps, tout temps. Mais quand tu fais un déficit, il faut au moins qu'il soit utile. Mais Emmanuel, là, je peux comprendre l'idée d'un déficit utile. Non, mais quand tu as des finances publiques un peu équilibrées, mettons, tu peux te dire, là, ben, pour ce projet-là, on va faire un déficit, mais on va le réparer. Vu la situation actuelle, donc la dette, plus les déficits, je ne vois pas où est l'espace possible du déficit utile. Je veux dire, à un moment donné, quand on est aussi endetté, toute dette supplémentaire est non seulement inutile, mais nuisible. Ben oui, parce que d'autant plus que ce gouvernement-là, pour chaque 3 $ qu'il dépense, en nouvelles dépenses, ne génère qu'1 pièce de revenu. OK? C'est des génies. Alors,
c'est un budget qui a 59 milliards de nouvelles dépenses, quand on prend celles dans le budget plus tout ce qu'on a dépensé dans les 6 derniers mois. Mais les nouveaux revenus par taxer les méchants, le tabac, le vapotage et taxer les riches, c'est 20 milliards. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Parce que la grande victoire de ce budget-là de Mme Freeland, c'est de dire, regardez, je n'ai pas dépassé mon cadre fiscal. Le déficit n'est pas plus grand. La dette par rapport à notre croissance économique continue à baisser. Fait que là, tu te dis, écoute, une minute, là, comment tu peux dépenser plus, faire entrer moins d'argent, puis pas creuser ton trou? Ben, Ça, alors, c'est la magie de ce budget. Alors, une dernière question sur ce budget avant de parler des conservateurs de Québec et d'Ottawa, ou à tout le moins de la CAQ aux conservateurs. Tu vas me parler de la page 83. Ah ben moi, je te laisse m'en parler. Vas-y, avec plaisir. J'avais même une question plus basique, mais vas-y, parle-moi de la page 83, elle m'amuse. Vas-y. Ben oui, je savais que tu allais l'aimer. J'ai pensé à toi hier dans le huis clos. Élargir l'accès aux prêts hypothécaires islamiques. Dis-moi plus. Moi, ce que j'entends ça, j'entends islamisation des politiques publiques. Ben, moi, je vais te dire, ça m'a assez surpris, là. C'est déjà connu que chez les musulmans très pratiquants, plutôt islamistes, etc., on est contre les hypothèques parce qu'on voit dans les taux d'intérêt une forme de prêt usuraire et que ça, c'est interdit dans l'islam. Mais objectivement, l'usure est interdite chez les juifs et les catholiques, les chrétiens aussi, là. Donc, et là, il y a certaines institutions financières plus marginales au Québec, au Canada, qui offrent une forme d'hypothèque halal ou islamique, appelle ça comme tu veux, où les frais ne sont pas des intérêts, etc. Mais là, ce qu'il y a de surréel, c'est que le gouvernement tolère ça dans la société, tout le monde est libre de faire d'argent comme ils veulent, il y a une part de capitalisme là-dedans. Ouais. Mais là, on est en train d'investir des ressources de l'État pour institutionnaliser cette forme de méthode financière qui n'existe pas au sein des 5 grandes banques canadiennes. Puis là, mais la question se pose. Moi, j'ai tellement hâte de poser des questions là-dessus. De un, on s'entend qu'a priori, là, de mettre ça dans le budget, de dire qu'on va vous revenir avec des réponses à l'énoncé économique de l'automne 2024, c'est du retail politics, hein? C'est petite nanane pour la communauté musulmane qui est contre les hypothèques, etc. Ça va leur faire plaisir, là. Donc, ça, tu mets ça. Il n'y a pas une scène d'attaché à ça dans le budget. Donc, c'est pas plus sérieux que quoi que ce soit. Mais en même temps... Non, mais il y a une brèche qui vient d'être faite. On vient d'institutionnaliser un principe. C'est-à-dire, c'est la logique multiculturaliste dans sa dimension islamiste appliquée aux politiques de logement. C'est le Canada. C'est assez surréel, moi, je vais te dire, là, que tu vas te mettre à changer les règles hypothécaires canadiennes pour que chaque communauté religieuse ait une forme d'hypothèque qui correspond aux principes fondamentaux de sa religion. Pour la séparation de l'État et de la religion, on repassera. Puis surtout, inévitablement, ça va causer des formes de discrimination et d'inéquité. Parce que comment tu vas t'assurer que les taux d'intérêt payés par la personne qui est agnostique ou je ne sais pas quoi, va refléter les taux d'intérêt ou l'équivalent qu'on va mettre dans des hypothèques halal ou des hypothèques je ne sais pas quoi ou des hypothèques salafistes ou tu sais, appelle ça comme tu veux, là. Alors, mais je te donne la réponse. C'est assez hallucinant que le gouvernement ouvre, là. On va expliquer que certaines communautés sont victimes de racisme systémique, hein, comme d'habitude. Puis là, il faut corriger ce racisme systémique avec des politiques ciblées au nom du droit d'accès à l'égalité. Puis ceux qui vont être contre ces mesures-là vont être accusés de soutenir le racisme systémique. Je te l'annonce, c'est pas surprenant. J'applique juste la logique de l'État canadien sur ça. Donc, dans quelques années, si tu t'opposes à ces hypothèses-là, tu vas être bien malgré toi un partisan du racisme systémique. Je te l'annonce, cher Emmanuel. Cependant, c'est que moi, quand je l'ai vu dans le budget hier, j'ai dit, j'ai hâte de voir comment ça va être interprété. Et il n'y a pas tous les journaux qui en ont parlé ce matin au Canada ont un peu comme l'article est dans le ton de pardon, c'est pas dans le ton de la vertu. Et moi, je vois le débat autour de cette mesure-là comme test, si on veut, de est-ce que c'est la limite acceptable? Est-ce que le gouvernement, par cette promesse-là, est en train de franchir la limite acceptable du communautarisme on peut prêter son serment.
on peut prêter son serment de citoyenneté en niqab au Canada. On a modifié l'uniforme de la police montée pour être certain que chaque communauté puisse s'y retrouver. On considère qu'il est tout à fait normal en ce Mais pays c'est la de goutte de pouvoir avoir trop, des professeurs l'hypothèque voilés. islamique. Non, moi je te Ouais. le dis, la goutte de trop, ça va être le droit de s'y opposer. Ceux qui vont s'y opposer vont être accusés de discrimination, d'islamophobie et de racisme systémique. Il va y avoir une inversion. Certaine, je vais t'avouer. Je suis pas Je certaine. te l'annonce. Ben, sur quoi tu me diras, je t'annonce ce qui va se passer dans 2 ans ou dans 6 mois, tu vas dire, Mathieu, tu avais encore une fois raison avant tout le monde. Mais c'est normal. Ou est-ce Dans que ça ces va être... débats-là. C'est normal. Ben oui, t'es en possession tranquille de la vérité, j'avais tellement oublié. Ah, Mais pas du ce qui tout. est intéressant, Je vois la logique des événements. que ça va être vu et que ça va être interprété comme une caricature de l'inclusivité de ce gouvernement-là, qui, à force de vouloir plaire à tout le monde, finit par dépasser les bornes, justement. Alors, on débattra de l'accès aux prêts hypothécaires islamiques lors de la mise à jour économique de l'automne prochain. On en reparle et si on fait un pari, je suis persuadé que je vais le gagner. Au très grand plaisir de te reparler demain. Bye bye. Au revoir. Chers amis, c'était un plaisir de vous parler. Nous nous retrouvons demain pour la poursuite du décryptage de cette actualité. À demain, chers amis.